Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La diplomate américaine Julie Chang était dans nos murs. L'assistante secrétaire d'État de l'hémisphère ouest au département d'État américain a eu des entretiens lundi avec des représentants de divers secteurs de la société civile et des acteurs politiques autour de la crise haïtienne. Le Conseil de sécurité a adopté mardi par 13 voix une résolution créant une mission politique de l'ONU en Haïti, la BINU, qui succédera en octobre prochain à la MINUJUST. Le Centre ambulancier national, Cannes, dément les informations laissant croire qu'une ambulance du Cannes a transporté des cadavres lundi, non loin du Palais national, lors d'une manifestation de l'opposition. L'assistante secrétaire d'État de l'hémisphère ouest au département d'État américain, Julie Chang, effectue une mission dans la capitale haïtienne. La diplomate a eu des entretiens ce lundi 24 juin avec des représentants de divers secteurs de la société civile et des acteurs politiques autour de la crise haïtienne. Le gouvernement américain s'évertue à encourager un dialogue national afin de rechercher des solutions à la crise qui provoque une instabilité sociopolitique. Le sénateur Patrice Dumont confie avoir expliqué aux hauts officiels américains la nécessité d'une démission du chef de l'État afin de trouver une solution à la crise. De l'avis du sénateur Dumont, le départ du président Moïse est indispensable en raison de son implication dans plusieurs dossiers, dont la dilapidation des fonds Petro-Caribé, l'affaire Dermalog et le scandale des mercenaires. Il considère que le timing du dialogue avec le président Moïse est révolu et l'accuse d'avoir œuvré à faire avorter une précédente occasion de dialogue. Entre décembre 2018 et juin 2019, ce n'est plus la même conjoncture, affirme M. Dumont. Outre des parlementaires et des dirigeants de partis politiques, la diplomate américaine devrait avoir des échanges avec des membres du secteur privé. Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté ce 25 juin, avec 13 voix pour, 2 abstentions et 0 voix contre, la résolution portant création de la prochaine mission onusienne politique qui s'établira en Haïti le 6 octobre 2019 en remplacement de la MINUJUST. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, Edmond Bockchit, en a fait l'annonce sur son compte Twitter. 13 pays se sont exprimés en faveur de la création du Bureau intégré des Nations unies en Haïti, BINU. La République dominicaine et la Chine se sont abstenus, alors qu'aucun pays n'a voté contre. Par cette réunion tenue à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU entendait discuter de la situation actuelle en Haïti et de décider des mesures à adopter après le départ programmé pour octobre prochain de l'actuelle mission MINUJUST. Le bureau intégré en Haïti, BINU, aura un mandat initial de 12 mois et aura pour mission d'aider le gouvernement à parvenir à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes, renforcer la capacité de la police nationale d'Haïti, réduire la violence communautaire, notamment celle des gangs, améliorer la gestion de l'administration pénitentiaire et les conditions carcérales et renforcer le secteur judiciaire. Selon ce qu'a fait savoir le chancelier haïtien, le représentant d'Haïti en a profité lors du vote pour attirer l'attention des membres du Conseil de sécurité des Nations unies sur l'attachement du peuple haïtien à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité nationale et à l'unité de la nation. Le regroupement baptisé Squad démocratique, proche du pouvoir en place, dénonce ce qu'il appelle une tentative de coup d'État orchestrée par l'opposition contre le président Jovenel Moïse. Cette plateforme politique estime que la proposition de sortie de crise présentée par le secteur démocratique et populaire n'a aucun sens et est vide et incohérent. Suivez les explications de Kenton Louis.
si monsieur Sayo démasqué, si plan nèg Sayo, plan diabolique nèg Sayo, rive dévoilé, c'est grâce à un patriote, un nationaliste qui relève Éric Jean-Baptiste. Dans le cas contraire, le peuple a toujours l'enfer noir et nèg yo tape toujours une possibilité pour yo bafouer le peuple haïtien. Là nous tendez nèg yo a parler de changement système, c'est un bluff. Parce que nèg sa yo, c'est eux même encore qui bénéficient du système. Si vous avez intérêt dans le système, vous n'avez pas jamais volonté véritablement pour craser le système. Je dis, il n'y a pas de l'armée d'Haïti, ils ont utilisé politiciens que nous voyons qui dans le secteur violent dans l'opposition. Comment ils ont utilisé? Ils ont financé, ils ont donné moyens, ils ont donné cob et ils ont même fait soulèvement populaire. Et eux même, pendant que vous pas travailler en quel côté, à regarder qui gens vivent. Ils vivent dans le luxe, pendant que le peuple lui-même vit dans la crasse. Petit yo, madame yo vivre aux États-Unis. Chaque mois, il a envoyé plusieurs milliers de dollars américains par madame yo petit aux États-Unis, pendant que yo pas d'accord pour petit nous-mêmes à l'école en Haïti. Yon petit groupe politicien véreux, yon petit groupe politicien cupide pour faire manipulation pour lui. OK? Pour yo manipuler encore une fois la jeunesse. Prends la rue, fait soi-disant une bataille sous question reddition de compte, sous question jeune lumière, sous question gaspillage d'argent Petro-Caribé. Pourtant, au fond, c'est Jovenel qui problème, nous avons besoin de retirer Jovenel dans le palais. Et puis, pour yon bail, patron yo, amnistie. Amnistie, on veut dire qui ça? Amnistie, on veut dire blanchir tout le monde. Et mais son pillage, peuple haïtien. Kou ça, nous sémenter. Kou ça, papa, il pas passer. Soleil escouade démocratique là il ouvri pour le caler genoux, pour lui faire nous comprendre que monsieur Sayo c'est ennemi nous et il travaille pour perdre nous, il travaille pour destruction nous et il travaille l'intérêt classe dominante là qui c'est mettre système là. Le professeur Camille Chalmers du parti Racine Camp Pepla s'est dit favorable au départ du président Jovenel Moïse et au renvoi du Parlement. D'un autre côté, il a exprimé son désaccord face aux méthodes utilisées par plusieurs branches de l'opposition qui n'arrivent pas à s'entendre afin d'adopter une position commune. Il ne faut nous pas justement rentrer dans des oppositions factices, parce que des oppositions superficielles. Parce que justement, si je dis, au lieu de mettre en place les conditions politiques pour le départ de Jovenel Moïse, nous commençons pour dire ces propositions par qui plus bon, là ça, on n'a pas sorti. Ok, donc c'est de ça qu'il faut nous éviter chimer ça. Et au lieu que nous entrions dans une logique de compétition pour assurer que c'est pas notre plus bon, il faut que c'est dans une logique de concertation. Il faut d'abord construire des forces nationales. Il faut construire le projet national. Il faut construire une vision de société à partir d'une très large concertation. Et si on fait là avec une large concertation, on va avoir suffisamment de force pour camper en partenaire autonome, en partenaire grand monde, pour négocier avec les forces notamment impérialistes. Donc ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas qu'on y a s'aligner sur ça que l'impérialiste a aimé, c'est construire force pour nous dire mais ça nous voulait en tant que peuple. Et à partir de ça, nous avons négocié avec eux, mais nous avons négocié en grand monde. Nous n'avons pas négocié en monde qui a essayé de plaire et qui, au départ, partit sur une mauvaise piste de satisfaire l'impérialisme, de satisfaire les désidératas de l'impérialisme, qui, évidemment, ne correspondent pas du tout aux intérêts nationaux. Parce que il est clair que la dimension de la crise que nous devons adresser aujourd'hui, c'est pour un bagage qu'aucun secteur a porté pour contre. Okay? Donc, il faut cet esprit de concertation, cet esprit d'ouverture, qui permet justement de construire suffisamment de force au niveau du projet national que nous voulons faire advenir, okay? Et qu'on y a avec le projet ça, on a négocié avec n'importe quelle autre force. Les responsables du centre ambulancier national, Cannes, ont apporté un démenti formel concernant les informations laissant croire qu'une ambulance du Cannes aurait transporté des cadavres lundi au niveau du Champ de Mars lors d'un mouvement de protestation. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, le directeur du Cannes, Didier Louis, a expliqué que les véhicules du centre ambulancier n'ont rien à voir avec celui qui a été identifié.
Les responsables en ont profité pour déplorer les agressions de certains militants contre le personnel et les matériels du centre. Le chef de transport du CAN, Sylvie Benjean, a fait remarquer que plusieurs véhicules du centre ont été endommagés. Il appelle les protagonistes à respecter le travail du centre. Des fois, nous connaissons nous connaissons des patients dans la machine. Manifestement, viennent des gens utiliser nous. Ils tiennent à ce que, faut que nous-mêmes, nous descendons toute vite. Mobile, moment n'a passé bon côté. Nous faisons ça. Il n'est pas suffit pour eux. Quand ils ont demandé nous, pour nous descendre la machine, ils descendent, ils finissent de vérifier, et malgré ouvrir, ils ont la machine, il y a un patient là-dedans. Ils ont même arrivé, vous pensez, l'enfin fait ça, ils ont quitté nous, ils ont continué à agresser l'équipe, même Képi, qui est en tête chauffeur. Ils ont pris, ils ont râlé, ils ont pris. Porte qui ouvre, les chauffeurs ont monté lui-même pour le déplacer, ils ont fait travail, ils ont quimbi porte là pour le racher. Or, tout ça m'a dit là, nous avons preuve là, parce que vie nous vient en jeu. Nous ne savons pas ce qu'on fait. Nous voulons la population reconnaître 100 ambulances nationales, c'est pour eux. C'est pour eux. Nous-mêmes, nous disponibles pour eux, quel qu'on soit l'air qu'ils ont besoin, quel qu'on soit l'air, ils fait appel avec nous à nous-mêmes. Ça veut dire nous-mêmes, nous mettons tout poids nous dans la balance. Quel que soit le monde qui a un problème, nous-mêmes, nous prêts, nous disponibles pour nous-mêmes, pour nous aider, selon nous-mêmes, selon capacité nous. Dans le niveau nous, chaque aider. Les activités semblaient reprendre un cours normal ces derniers temps. Et depuis lundi, depuis hier, un double test, une double question se pose. La première, le football et les exploits de nos grenadiers est-il capable de ramener une forme de paix et d'unir les Haïtiens? Et plus sérieusement, nos enfants, nos élèves, seront-ils épargnés à l'occasion de leurs examens? Pour parler de cette deuxième question surtout, nous avons avec nous ce soir Rudolphe Pierre-Louis qui va revenir un peu sur ces deux premières journées de l'examen de 9e année fondamentale, examen auquel participent plus de 200 000 élèves. Bonsoir Rudolphe, ça va? Bonsoir Serge, ça va très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors finalement, est-ce que ces deux premières années, parce que tout le monde, je pense, a vu les images terribles de cet enfant de Saint-Marc avec le front blessé, saignant. C'est dramatique, c'est révoltant, c'est insupportable. Mais dans l'ensemble, avant toute chose, il faut dire que malgré toutes les menaces qui planaient sur le déroulement des examens officiels de la 9e année, hier lundi, les examens ont débuté. Cependant, il faut dire que le début des examens a été fait dans un contexte où les parents sont frustrés et les candidats sont stressés. Donc, malgré tout, malgré toutes les menaces, malgré toutes les dispositions qui ont été annoncées du côté des autorités concernées, eh bien, cela n'empêchait pas que certains parents soient frustrés par la situation et les écoliers soient stressés. Mais d'ailleurs, les images ont clairement montré que la plupart des parents ont accompagné systématiquement leurs enfants sur les lieux d'examen. Ils sont restés là à les attendre. Voilà, justement, c'est le constat qui a expliqué la situation d'hier, parce que quand on avait visité certains centres d'examen, en arrivant, on a remarqué que des parents se sont massés devant l'entrée de l'institution. On se demande qu'est-ce qu'il y a. Voilà, on se demande qu'est-ce qu'il y a. Et en les questionnant, ils ont dit, bon, par rapport à la conjoncture du pays, on est obligé non seulement d'emmener les enfants au centre d'examen et on les attend. Si c'est 2 jours, si c'est 3 jours, même une semaine, on est prêt à passer toute la semaine à attendre les enfants parce qu'on ne veut pas
les laisser tout seuls par rapport à la conjoncture du pays. Donc, on comprend maintenant l'inquiétude des parents vu les menaces qui planaient sur les examens. Donc, c'était un peu le tableau d'hier. Mais aujourd'hui, je peux dire que la situation est plus ou moins différente parce que les parents sont toujours présents, mais pas en grand nombre, comme c'était le cas hier. Et aujourd'hui, on a interrogé quelques candidats, on leur a demandé comment ça a été par rapport à hier. Eh bien, certains d'entre eux ont dit aujourd'hui, on a subi les épreuves sans stress, parce que hier, ça s'est déroulé avec beaucoup de stress, mais aujourd'hui, c'est différent, même si dans certains centres d'examen, il y a eu quelques petits problèmes, mais cela n'empêchait pas... Oui, ils et elles ont goûté un petit peu à quelques jets de pierre et avalé un peu de gaz lacrymogène, hélas. En effet, dans quelques zones de la capitale, ça a été le cas parce que du côté du Champ de Mars, hier, dans la matinée, il y avait des coups de feu, ce qui avait créé une situation. Voilà, il y avait des coups de feu sur le Champ de Mars et les centres qui ne sont pas trop loin du Champ de Mars, eh bien, voilà. Les candidats ont été paniqués. Bon, ça n'avait pas duré. Les responsables ont fait de leur mieux pour leur parler et leur dire « Bon, il n'y a pas de problème, vous pouvez reprendre en vos esprits pour subir l'autre examen. » Je crois que c'était les sciences expérimentales, bien entendu. Donc aujourd'hui, on a un tableau plus ou moins différent. Les candidats sont plus confiants. Les parents sont là avec moins de frustration, d'après ce qu'ils ont dit. Cependant, on a enregistré quand même quelques situation de panique dans quelques centres. Par exemple, dans un centre à Delma, il y avait des engins suspects, des bouteilles, ce qui avait créé une situation de stress chez les candidats. L'inspecteur qui a été du même coup appelé pour observer, pour analyser la situation. L'inspecteur quoi? L'inspecteur du centre. L'inspecteur du centre. Voilà. Okay. Les candidats l'ont appelé rapidement pour lui dire il y a un engin, là maintenant, on ne sait pas quoi faire. Et en arrivant, il a regardé, il a appelé rapidement quelques unités de la PNH. En arrivant sur les lieux, on a pu déplacer les bouteilles. Bon, certains étaient paniqués, même les riverains de la zone avaient des problèmes. Mais finalement... Mais de quel genre de bouteilles s'agissait-il? Eh bien, il y en a... On les a filmés, on les a photographiés? Il y en a qui, malheureusement, on n'a pas eu cette possibilité parce que lors de la situation, on n'était pas présent, on n'était pas encore arrivé sur les lieux, mais quand on y était, les gens nous ont décrit la situation en nous disant, bon, voilà, il y avait quelques engins suspects, à savoir quelques bouteilles. Il y en a qui ont même fait allusion pour dire que ce sont des bombes qu'on a déposées pour perturber les candidats, empêcher le bon déroulement des examens. Mais d'après les responsables du centre, eh bien, ils ont affirmé que réellement, ce qu'on dit, c'est pas vrai. C'est seulement des gens qui tentent de perturber la situation. Mais au final, ça n'avait rien de grave. Bon, alors, en résumé, voilà les 2 premières journées qui se sont déroulées plus ou moins bien, je veux dire, sans trop de casse. Hier, c'était une journée de frustration, de stress pour les candidats et pour les parents également. Et de tests, voir comment ça allait se passer. Bien sûr. Donc, hier, les parents stressés accompagnent leurs enfants et restent là en protection, en bouclier. Justement. Les élèves sont stressés. À cause de la situation du pays. Et dans le même temps, font savoir que les examens étaient plus ou moins faciles aussi. Oui, voilà. Oui. Justement, j'allais mentionner ce point. Oui. Quand je leur ai demandé pourquoi vous êtes stressés, ils m'ont dit que nous ne sommes pas stressés à cause des examens parce que l'examen est facile. Voilà. Mais on est stressés à cause de la situation du pays. OK. Aujourd'hui, ils et elles étaient moins stressés, les parents un peu plus relax. En effet. Donc, il n'y a plus qu'à attendre demain. Demain, qui sera le 3e jour. Ce sera la 3e journée des épreuves. Et finalement, on peut... Voilà.
On peut dire que hier, c'était stressant et frustrant, mais aujourd'hui, là, le tableau est plus ou moins différent. Nous allons terminer, vous en serez d'accord, en condamnant de la manière la plus féroce et virulente qui soit tous ces agitateurs qui n'hésitent pas à s'attaquer à nos enfants. Fichez-leur la paix, laissez-leur passer leurs examens. Ils ont travaillé 9 mois pour ça, c'est leur droit. Laissez-les travailler en paix. En effet. Donc, il y en a qui se posent des questions concernant la 3e journée, mais on espère que tout se passera bien pour les candidats. Absolument. OK. Laissez travailler nos enfants. Merci. Des éducateurs expriment leurs préoccupations par rapport au contexte socio-politique actuel. Selon Rudy Edmé, rien ne justifie que la politique vienne perturber la bonne marche de l'école et surtout les examens. Marie-Marguerite Clérier et Rudy Edmond déplorent le déroulement tumultueux de cette année scolaire qui ne sera pas sans conséquences sur le développement des élèves. Nous nous disons que nous sommes aussi pour le changement, nous autres qui voulons que l'éducation continue à se faire. Parce que même dans des pays en guerre, l'éducation continue. Et je crois que l'école, ce n'est pas simplement un lieu où on transmet les connaissances, c'est aussi un lieu multiple pour ce pays où il n'y a pas un parc, il n'y a pas de salle de théâtre, il n'y a pas de salle de cinéma. Tout se fait à l'école. Nous appuyer toute manifestation qui voulait changement pour le pays. Parce que nous pas estimé que le pays a marché bien, j'en nous dis là. Cependant, bon gens que manifestation en fait, bon gens que violence l'en vini, et le plus souvent, on remarqué, c'est pas grande manifestation non qui a un problème. C'est des petits bails, les petits bails à côté qu'a fait. Parce que quand il y a des grandes manifestations contre la corruption, tout le bail est fait bien. Mais lorsqu'il y a des manifestations quand il y a des petits groupes qui crasés, qui brisés, c'est là ça, au contraire, au dévier projet lutte là, soi-disant pour changement. L'offre des changements vrais, il faut être capable d'un exemple. C'est-à-dire que nous éthique. Parce que nous sommes capables de faire attention. Il y a des gens qui disent que les gens qui parlent et qui disent attention, attention ici, attention à l'autre bord, les gens qui mettent obstacle à la lutte peuple haïtien. Non. Au contraire, les gens qui disent attention dérive. En fait, ça pour les gens qui dans situation politique, ça qui fait manifestation, qui demandé l'école fermée, qui bloque le pays. Il faut comprendre que c'est le pays que vous mettez en danger. Parce que l'éducation est le pilier de la société. Le petit monde pas à l'école, il rejaillit sur toute société, il rejaillit sur les parents qui sont inquiets pour l'avenir petit. Il rejaillit sur le pays qui a des gens qui pas cap. Parce que quand même, il faut reconnaître que tout pays a besoin de citoyens bien formés, besoin de compétences. Et c'est à travers l'école que vous recevoir compétences. C'est une situation difficile et délicate pour tout le monde. Mais elle est particulièrement difficile pour les écoliers, pour les élèves, pour tout le monde que parents ou que société ont confié à l'école. Parce que ils créent la CAE une capacité de concentration parce que ils créent la CAE une peur psychologique. Comment un petit monde concentré et porter son attention à une tâche quand il est préoccupé par son quotidien, par est-ce que maman va rentrer, est-ce que papa sera de retour, est-ce que je pourrai aller à l'école demain, et ils perçoivent que c'est voulu que ils pas veulent à l'école, ils pas veulent apprendre, et ils ont manifesté leur propre colère. Ce qui est lamentable à constater, c'est que tout le monde sait qu'il y a des changements, qu'il prend la rue, qu'il fait tout le monde peur, qu'il terrorise la population. Il y a des méthodes qui font que ce n'est pas changement qu'ils veulent. Parce que souvent, les changements ont changé déjà l'attitude là. Ou pas qu'à manifester dans la violence, ou pas qu'à écraser, briser. C'est ça tout ancien au fait. Il pas mener aucun côté et ou dit ou veut changement et ou gagne même pratique. Le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, invite tous les sénateurs à une séance plénière ce mardi 25 juin au Sénat de la République. L'élu de l'Artibonite a indiqué que des instructions formelles sont déjà passées au service des séances afin de prendre des dispositions strictes et nécessaires pour garantir la présence du personnel du Sénat au cours de la dite séance. Tous les sénateurs ont été invités. Même si le téléphone m'a s'ouvre, il va montrer comme preuve.
tous les sénateurs sont invités à participer à cette séance que nous allons faire aujourd'hui. Mais eux, en fait, de venir ou de ne pas venir. Mais l'essentiel, j'ai fait mon travail en tant que bureau, j'ai invité tous les sénateurs. Pour personne ne m'a dit, son séance est faite en cachette, son séance shampoing que le sénateur Kata va faire. Du choc des idées, j'ai la lumière. Dans l'international, les États-Unis présentent le volet économique de leur plan de paix pour le Proche-Orient les mardis 25 et mercredi 26 juin prochains à Bahreïn. Cette conférence, baptisée « De la paix à la prospérité » par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump chargé de la question du Proche-Orient, est boycottée par les Palestiniens. Ceux-ci estiment qu'elle n'a aucun sens en l'absence de règlement politique. Selon France 24, les pays invités, eux, n'enverront que des délégations de second rang. Donald Trump l'a baptisé l'accord ultime. Le plan de paix de la Maison-Blanche pour le Proche-Orient, attendu depuis des mois, le volet économique est désormais connu et il se veut pour le moins ambitieux. Objectif affiché de Washington, transformer en profondeur l'économie palestinienne en levant 50 milliards de dollars sur 10 ans, grâce notamment aux pétromonarchies du Golfe et aux investisseurs privés. Des fonds qui ne seraient pas gérés par les Palestiniens eux-mêmes, mais par une banque internationale de développement. 25 milliards de dollars seraient alloués au territoire palestinien, l'autre moitié aux pays de la région, des partenaires économiques privilégiés comme la Jordanie, l'Égypte ou le Liban. Une manne financière qui, selon les États-Unis, permettrait de doubler le PIB des Palestiniens en créant 1 million d'emplois. La Maison-Blanche parle du plan le plus complet pour le peuple palestinien jusque-là. Ce plan peut transformer la Cisjordanie et Gaza de manière fondamentale et ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire palestinienne. Un chapitre défini non pas par les épreuves et les pertes, mais par la liberté et la dignité. Au cœur du conflit au Proche-Orient, le volet politique, lui, n'a pas encore été dévoilé. Mentionne-t-il la création d'un État palestinien? La réponse devrait être fournie par Washington à l'automne, une fois les élections législatives de son allié israélien passées. Une chose est sûre, ce plan de paix ne plaît pas à Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne l'a rejeté, accusant Washington de vouloir acheter le peuple palestinien. L'Iran a accusé ce mardi 25 juin les États-Unis d'avoir coupé de façon permanente les rares canaux diplomatiques qui pouvaient encore subsister entre les deux pays après l'annonce de nouvelles sanctions américaines visant cette fois-ci le guide suprême iranien Ali Khamenei. Absurde et inefficace. C'est ainsi que le président iranien qualifie les sanctions américaines visant de hauts responsables, dont le guide suprême Ali Khamenei. Comment est-il possible qu'une personne perde la tête au point de faire quelque chose d'aussi scandaleux et d'aussi idiot que de sanctionner le dirigeant d'un pays? Cette Maison-Blanche souffre de troubles mentaux. Elle ne sait plus quoi faire. Ces sanctions touchent aussi la figure de la politique iranienne de détente avec l'Occident, le très modéré ministre des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif. Sanctionné d'un côté tout en appelant à négocier, la preuve pour Téhéran que l'administration Trump ment lorsqu'elle affirme vouloir discuter avec l'Iran. Une annonce pourtant réitérée par le conseiller américain à la sécurité nationale en visite à Jérusalem ce mardi. Le président a ouvert la porte à de véritables négociations en vue d'une élimination complète et vérifiable du programme d'armement nucléaire de l'Iran, de ses systèmes balistiques, de son soutien au terrorisme international et d'autres comportements malveillants à travers le monde. Tout ce que l'Iran doit faire, c'est franchir cette porte ouverte. Mais pour Téhéran, Washington a totalement coupé la voie de la diplomatie avec ces nouvelles sanctions. Une politique de pression contre l'Iran critiquée par la Chine. Face au risque de conflit armé, Pékin appelle Washington et Téhéran à garder leur sang-froid. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.